commence un parcours à Los Angeles, où je commence à UCLA. Je suis allé, j'ai pris mon premier job au Mississippi. La première des choses, tu dois savoir, c'est que personne ne va te payer plus que toi, tu ne te payes toi. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous recevons un entrepreneur, médecin, neurochirurgien de son état aux États-Unis. Après avoir fait plus de 16 années d'études, il est enfin parvenu à décrocher le Saint Graal, devenant donc un neurochirurgien spécialité bien évidemment assez pointue, à laquelle il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Nous allons parler avec lui d'argent, parce que quand il a démarré sa carrière, il touchait déjà 800 000 $ pour passer ensuite à 1,5 million de dollars par an et aujourd'hui générer plusieurs millions de dollars par an grâce à sa clinique. Comment on fait pour réussir dans un environnement aussi compétitif? Il va nous parler de son parcours, mais aussi d'argent. Je vous invite donc à prendre place et à écouter parce que c'est une émission très riche dans laquelle nous allons discuter avec quelqu'un de très smart et qui va simplement partager avec beaucoup de passion ses études, son parcours, afin que ça puisse inspirer un maximum de jeunes à se lancer sur des parcours assez challengeants. Il nous vient des États-Unis de passage à Abidjan. J'ai tenu à ce qu'on fasse cette émission, même s'il était en partance pour l'aéroport. Et nous nous sommes promis de faire une deuxième partie quand nous nous retrouverons aux États-Unis dans le cadre de Back to Africa. Pour le moment, asseyez-vous, prenez une tasse, digérez le contenu lourd de cette interview. C'est parti. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler de ton parcours, mais aussi d'argent. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de m'avoir invité en un si bref délai. Ça fait du bien que j'ai l'opportunité de venir ici et de me présenter. Je me nomme Jean-Louis Benaye, je suis médecin d'origine camerounaise et je vis à Dallas, au Texas, où j'exerce comme un neurochirurgien. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a ici un neurochirurgien. Il faut le préciser, tu as ta propre officine, c'est ça? C'est vrai. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'emmène vers la neurochirurgie? C'est quand même assez pointu. Et puis surtout, quel est ton lifestyle aujourd'hui que tu as, aux yeux de beaucoup de gens, réussi financièrement? Oui, la neurochirurgie, d'où ça te vient? Ok, ben là, on va repartir à mon enfance un peu, parce que ça remonte à de très longues dates, quand j'avais peut-être 12-13 ans, et j'étais encore ici au Cameroun. Et j'ai un frère qui a eu un problème de maladie, et je pense qu'il a eu une méningite à cette période-là. Et j'ai pu observer comment il traversait des moments difficiles, et puis il y avait beaucoup de difficultés pour lui trouver de l'aide. Et donc déjà, là, à ce point-là, j'avais déjà une idée de vouloir m'intéresser dans le domaine de la médecine. Ça s'est terminé comment pour ton frère? Oui, ça s'est terminé très bien, très bien. En fin de compte, il a pu être évacué à l'Europe et puis il a pu être traité. Pour une méningite, on a dû l'évacuer? Ouais. Ben, il faut reconnaître qu'à cette période-là, c'était un problème qui ne pouvait pas être géré. Il s'empirait. Donc, bien que la pathologie en elle-même soit simple, la réalité locale montrait qu'il y avait des limites en ce qui concerne la capacité de prendre en charge même des problèmes aussi simples. Mais bon, moi, je résume ça juste en une méningite. Il aurait pu avoir aussi d'autres problèmes au-delà de ça. Toujours est-il dit qu'il a traversé une période qui m'a marqué déjà sur le fait qu'il y avait beaucoup de lacunes dans les potentiels des médecins locaux. Donc, alors, quand mes parents me donnent l'opportunité d'aller faire les études à l'étranger, j'ai fait un bref passage en France, mais après, je suis allé aux États-Unis. Et tiens-toi tranquille, quand je pars à cette période-là, je ne parle pas encore anglais. J'apprends à parler l'anglais. Et je commence un parcours à Los Angeles, où je commence à UCLA. Et la première étape, c'était de faire un bachelor. Et je l'ai fait, c'était un bachelor en neuroscience. Et pendant que je faisais le bachelor en neurosciences, j'avais déjà ce côté de sciences neurologiques qui m'attirait. Et après le bachelor en neurosciences à UCLA, j'ai continué à l'école de médecine, qui est à Los Angeles aussi, à UCLA School of Medicine. Et après mon école de médecine, j'ai fait une année de recherche pour essayer de m'imprégner un peu plus dans le domaine des neurosciences. Et j'ai fait des recherches dans l'institut qu'on appelle the UCLA Brain Research Institute. En fait, c'est un centre qui se spécialise sur les recherches dans les pathologies traumatiques. Et donc, j'ai passé une année là-bas. Et après avoir passé cette année-là, j'ai donc postulé pour commencer une spécialité en neurochirurgie. Et la spécialité de neurochirurgie,
C'est un training qui dure 7 ans. Et cette spécialité, je l'ai faite au Wisconsin avec le Medical College of Wisconsin. Ça, c'est l'hôpital dans lequel j'étais pendant que je faisais ces 7 ans-là. Et après que j'ai fini mes 7 années de résidence, de spécialité en neurochirurgie au Wisconsin, je suis allé, j'ai pris mon premier job au Mississippi. Wow. Oui, alors j'étais au Mississippi pour peut-être 3 ans, 3 ans et demi. Bon, tiens-toi tranquille, la première, quand je finis mon training et je prends mon premier job, je ne suis pas encore à mon compte tout seul. J'ai pris un job dans un, je ne sais pas comment on dit en français, un multi-specialty clinic. Donc, c'est une spécialité, en fait... une clinique où il y a plusieurs spécialistes. Voilà, une clinique avec plusieurs spécialistes. Et je suis resté là-bas pendant presque 3 ans, 3 ans et demi. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un environnement dont je pourrais avoir tout contrôle de tout. Pourquoi? Oui, parce que... alors, j'ai une histoire, une anecdote, une histoire que je vais te raconter. Quand j'arrive au Mississippi, je rencontre un autre collègue médecin qui est en fait d'origine nigériane. Il me voit et me dit « Hey doc, why are you employed? Pourquoi est-ce que tu es employé par cette clinique ?» Je dis que je suis à l'aise, je suis parmi les 10% des meilleurs top earners. Ils me donnent tout ce que je veux. Et puis, il te donnait combien à cette époque-là? Oui, à cette époque-là, on commençait à 800,000. 800 000 $ par an? Oui, par an, yeah. Comme débutant? Oui, yeah. Mais attends, il y a tout un... il faut comprendre qu'il y a tout un investissement que tu mets d'abord dans le temps. Parce que tu sais, tu as les 4 ans de médecine générale que tu fais et tu fais 7 années de neurochirurgie. Ça, c'est au-delà des 4 années d'université. Donc, 4 années d'université, 4 années de médecine générale. Bon, moi, j'ai fait encore 1 année en plus pour faire la recherche parce que l'accès en neurochirurgie est assez pointu au point où il y a généralement 1 ou 2 places dans beaucoup de centres de spécialisation. Et parfois, des centres de spécialisation, 1 année, ils prennent quelqu'un, l'année prochaine, ils ne prennent pas. Et c'est la raison pour laquelle la demande est très forte. Oui, elle est très forte. Et je me rappelle quand on commençait même le training, en première, deuxième année, on nous faisait déjà des offres d'emploi alors qu'on n'avait même pas, on avait encore 5 à 6 ans de training. Donc, ça fait que il y a très peu de neurochirurgiens qui sont formés en fait aux États-Unis. Et quand ils sortent, donc, ils sont obligés de pricer très... They have to. Sinon, tu refuses. Donc, alors... Oui, donc tu as quand même fait 4 plus 4 plus 1... Plus 7. Yes. Ouais, donc c'est quand même c'est comme un investissement de 16 ans. 16 ans, ouais. Oui. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que quand tu commences déjà à faire la spécialité, on te paye, mais on te paye comme un jeune médecin qui fait des spécialités et tu fais des gardes. C'est combien? Oui, bon, c'est peut-être genre 150 à 50 000 à 60 000 par an. Ça, tu es encore... Et ça, c'est les salaires des cadres en France. Hein. OK. Voilà. Non, 100 000 même, c'est pas ça, c'est des salaires des top cadres. Oui. Et puis bon, ça, c'est des années... Moi, j'ai fait mon training dans les années 2003. J'ai fait mon training de 2003 à 2017. Donc, maintenant, ça augmente parce que le coût de vie augmente. Donc, et je pense que quand je finissais le training à la dernière 2017 année, Non, 2003 à 2010. Oh, 2010, OK. Yeah. OK. De 7 ans. 2003 Oui. à 2006. Okay. Yeah. Ben, quand je faisais le training, ça c'était le prix qu'on payait les résidents, mais ça augmente avec l'inflation et tout. Et donc, quand ce Nigérian-là te trouve, voilà. il te brainwash, te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, il me dit, Jean-Louis, tu sais quoi? Si j'étais neurochirurgien, I was going to own this whole city. J'ai dit, hein? J'allais être propriétaire, oui. J'allais être propriétaire de toute cette ville. De toute la ville. Je n'ai rien compris. Après, il me dit, tu sais quoi? On va en parler encore dans quelques mois. Oui. Le temps passe, un nouvel ami, on s'amuse partout, il me montre la ville et tout. Et peut-être 3-4 mois après, il me ramène à son bureau. Il vient, et puis entre-temps, hein, tiens-toi tranquille, il a fait une spécialité très courte, hein, médecine familiale, une spécialité de 3 ans. Généraliste, oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle généraliste. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, il me ramène à son bureau, il va à l'ordinateur, il ouvre, il me montre son compte, puis je vois plein de zéros. Je dis qu'il m'attend. Tu te rappelles combien? Oh, il y avait 8, avec plein de chiffres après. J'ai compté ça plusieurs fois. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Après, il me dit, écoute, la première des choses, tu dois savoir, c'est que personne ne va te payer plus que toi, tu ne te payes toi-même. So, nobody is going to pay you more than you're going to pay yourself. You're going to be on your own. C'est là où Après, il me dit, est-ce que tu sais même combien rapportent les chirurgies que tu fais? Parce que je travaillais dans
un groupe, tu vois. Il y a tout un management. Donc, nous, on fait des chirurgies. Il y a ceux qui vont prendre qui demandent les paiements au niveau des assurances. Bon, nous, on est là, on reçoit un salaire, il n'y a pas de mot de tête. Mais après, je commence à m'informer. Je vais voir le CFO, le Chief Financial Officer. Je dis que j'ai besoin d'un meeting, d'un rendez-vous. Je dis qu'il me montre un peu tout ce que je rapporte. Oui, ce que tu génères. Oui, mais alors, j'ai vu que en tant que neurochirurgien, on génère 8,5 fois plus que ce qu'il nous donne. C'est-à-dire près un neurochirurgien peut rapporter at least $8.59 million. 9 millions de dollars Yeah. en un an. Yeah, it's possible. À la structure. Oui, parce que tu vois, il n'y a pas que la chirurgie, il y a les images, il y a la réhabilitation, il y a des implants, il y a tout ce qui... Oui, rentre. tout à fait. Il n'y a pas que la consultation. Oui. C'est plein de choses. Donc, ça fait que... Alors, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que j'ai la capacité de créer Autant d'argent. Mais voici... Et là, tu te rends compte que 800 000, c'est peu. C'est là où je me dis que non. Et puis, mais le truc, c'est que quand tu commences à poser des questions comme ça, là, il commence à te donner des bonus, il fait des trucs. Mais tu as tellement vu qu'il ne peut pas tout te donner. À un moment donné, ils sont coincés. Et la solution, il faisait qu'augmenter. Oh, we give you a bonus, we go to 1.5. I mean... Et toi, mené jusqu'à 1,5 million. Yeah. But it was never big enough. Parce que moi, j'avais déjà vu l'œil. J'avais déjà eu l'œil sur ce qu'ils avaient. Et puis, ça faisait qu'à un moment donné, tu marches dans les couloirs, tout le monde que je voyais, je me disais que, mais attends, ce mec, qu'est-ce qu'il lui fait ici? Ouais, qu'est-ce qu'il lui apporte? Je lui dis que, quel est ton rôle ici? Et cette machine à café qu'il a acheté, ça coûte combien? Parce que c'est le travail des médecins. Les médecins rapportaient, eux, soi-disant, ils nous disent que, bon, voilà, on va manager. Mais le problème, c'est que le fait que tu délègues à quelqu'un de faire ce management, ben il te prend beaucoup de fees. Ouais. Mais en même temps, tout d'un coup, il fallait devenir un businessman. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend en médecine. En médecine. Alors que la médecine, c'est un business. Oui. Donc, j'étais obligé d'apprendre sur le champ, sur le terrain. Parce que du coup, je leur dis, voilà, si on doit monter au moins près de la moitié de ce que je rapporte, sinon ça peut pas marcher. Ils ne pouvaient pas le faire pour moi, sinon il fallait le faire pour tout le monde. Oui. Donc, c'est comme ça que je pars du Mississippi. Je décide d'aller à Dallas. Pourquoi Dallas? Dallas, parce que j'avais des amis avec lesquels j'étais à Milwaukee, pendant que je faisais mon training, ma spécialité. Il y en avait qui étaient à Dallas et dont on se voyait de temps en temps. Et je me suis rendu compte que l'État du Texas, c'était l'État où les médecins entrepreneurs avaient le plus de flexibilité. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des zones aux États-Unis où le système, le lobbying des hôpitaux, les hôpitaux sont tellement forts que le médecin est plus un employé alors d'être un employeur lui-même. Alors qu'à Dallas, par exemple, au Texas, c'était encore un État où on avait les lois, il y avait beaucoup de flexibilité, de telle sorte qu'un médecin pouvait vraiment faire face à un hôpital, il pouvait se tenir, il pouvait avoir son cabinet, il pouvait diriger son système. Mais en Californie, par exemple, c'est impossible. Oui, en Californie, la majeure partie des médecins là-bas, ils sont employés. Mais bon, maintenant, ça devient de plus en plus... Un peu comme toi dans d'autres structures. Oui, voilà. Ça devient de plus en plus difficile partout dans les States parce que c'est juste être un solo practitioner, c'est-à-dire avoir ta propre clinique à toi. C'est juste difficile parce que tu vois, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire face aux hôpitaux qui ont plein de médecins qu'ils emploient et qui ont la capacité économique de diriger les patients. Oui, le marketing. Le marketing et tout ça. Et puis au-delà même du fait qu'il y avait une histoire d'argent, il y avait aussi une histoire du fait que je voulais pratiquer la neurochirurgie tel que je voulais. Et pour le faire, par exemple, quand j'étais employé, il y avait plusieurs personnes, plusieurs administrateurs qui devaient valider. Et puis aussi, l'autre truc, c'est que je voulais avoir du temps pour, peut-être si je décide que je veux passer 1 mois sans faire de chirurgie, je ne voudrais pas que quelqu'un me dise que je suis allé travailler. Et aussi, la liberté. Voilà, cette liberté. Et ce temps-là, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Et parce que déjà, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de sacrifices pendant le training. Je me rappelle, 2 de mes enfants sont nés à un hôpital où j'opérais, je ne les ai même pas vus. Wow. Parce que oui, c'était horrible. Parfois, au Wisconsin, où ça neige beaucoup, parfois des soirs après des chirurgies comme ça, là, je me dis, voilà, il fait très frais, je ne peux pas, je dois revenir ici à 4h, 5h du matin, je préfère dormir, donc je ne vois pas de famille, je passe la nuit là. Ou parfois, je rentre à la maison, je suis tellement cassé, je dors dans le parking. Wow. Donc, je me suis dit, il fallait que je privilégie mon temps. Et aussi, et plus je prenais de l'expérience dans le domaine professionnel, je voulais essayer de faire quelque chose pour là. Et je voulais prendre du temps pour venir
partager mon expérience ici. Et pour le faire, il fallait que j'ai le total contrôle de mon temps. Donc, j'ai dit, voilà, je vais m'installer là-bas. Je vais donc au nord de Dallas, dans un endroit au nord de Dallas qui n'était pas très, très busy encore. Mais déjà, il faut reconnaître qu'à Dallas, c'est un endroit où il y a beaucoup de médecins privés qui sont dans le privé. Donc, on appelle ça un peu comme une jungle. C'est tout le monde qui est en train d'essayer de créer son territoire. Donc, moi, j'arrive là, voilà, un jeune Africain avec un accent français qui n'a pas un nom qui ne leur est pas familier et je n'ai pas de connaissances là-bas, ça devient difficile. Et je me rappelle que les premiers 6 mois, quand je me suis installé à Dallas, mes patients venaient du Mississippi, qui est en voiture à 8 heures, 8 heures de voiture. Wow. Oui, j'avais des patients qui venaient du Mississippi. Parce que c'est pas facile, parce que quand tu n'avais pas prévu cette difficulté. Oui, et puis bon, enfin, on m'en avait parlé, mais tu sais, quand tu crois tellement, tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu minimises les difficultés, ou bien you downplay them. Oui. Et puis je savais que la réalité, c'est que bon, j'ai décidé de bouger ma famille et puis de commencer une nouvelle vie professionnelle. Peu importe les difficultés qui arrivent, il faut être résilient, il faut avoir un niveau de résilience. Et quelque part, je pense que pour beaucoup de jeunes qui nous écoutent peut-être, c'est une particularité qu'il faut avoir. Quand un plan a été établi et puis on sait qu'on veut aller quelque part, il faut d'abord savoir que ce ne sera pas facile. Rien qui se passe bien n'est facile. Rien d'important n'est facile. Non, c'est pas facile. Ça prend du temps et puis il faut être persistant. Alors, comment est-ce que je commence à être busy? J'avais du temps et je me dis, voilà, je fais des petits marketing dans des magazines, que voilà, il y a un nouveau médecin dans la localité, parce que même les médecins locaux ne m'envoyaient pas les patients, parce qu'un neurochirurgien, il est busy, il est actif en fonction du nombre de patients qu'on lui envoie. Et puis même comme j'étais tout seul, certains hôpitaux refusaient que je couvre leur trauma parce que pour couvrir un trauma en tant que neurochirurgien, ils aimeraient que tu aies un autre neurochirurgien comme backup surgeon. Au cas où peut-être tu es en chirurgie, il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un a besoin d'une évaluation neurochirurgicale, ton collègue qui est backup pourra couvrir pour toi. Mais j'étais tout seul, donc il n'y avait personne. J'étais obligé de chercher mes patients moi-même. Donc je fais une petite annonce dans un magazine local, et il y a une femme âgée qui vient me voir, une femme âgée blanche locale à McKinney, dans le nord de Dallas. Alors je me rends compte qu'elle a eu plusieurs chirurgies par d'autres médecins, et elle a des problèmes pour tenir son cou droit, son cou ne fait que tomber parce qu'ils ont fait plusieurs chirurgies, ils les ont pas fait appropriément parce qu'elle avait encore des problèmes, et tout le monde, comme elle n'avait pas une très bonne assurance, c'était une assurance du gouvernement, et les gens ils ont tendance à privilégier de bonnes assurances parce que la bonne assurance va te rapporter plus pour la même intervention. Bon, comme j'avais beaucoup de temps, j'ai dit, vous savez quoi, je vais vous fixer. Alors je pense que cette dame, j'ai fait une opération, une reconstruction assez complexe, intérieure, postérieure et antérieure encore, et elle revient après, elle marche, elle tient son cou, elle me dit, you know what, doc, I'm going to get you known here, je vais vous faire connaître ici dans cette ville. J'ai dit, comment? Elle dit, wait and see. Elle est d'abord allée, parce que tu sais, beaucoup de femmes, de personnes âgées là-bas restent dans les maisons Oui, les maisons de personnes âgées là. Elle allait parler à tous ses amis d'abord là-bas qui sont venus me voir. Qu'on a un nouveau docteur là, il fixe tout. Et donc, du coup, ces patients-là, leurs docteurs qui ne m'envoyaient pas des patients, ces patients vont dire à leur docteur, écoutez, on veut aller voir le docteur Benaï. On a notre ami là qui vit avec nous là-bas, il a fixé son cou, envoyez-nous chez lui. Et c'est comme ça que je commence à recevoir un grand nombre de personnes âgées que je commence à traiter, à fixer. Et ces médecins-là voient que, attends, en tout cas, là, bon, il est nouveau, mais il fait un job. Et puis c'est ça, le truc, c'est que ton travail va toujours te suivre. Ça, c'est ça le plus important. J'ai fait une interview ici avec un médecin camerounais en Allemagne, chirurgien dentiste. Et pareil, il a repris une officine qu'il a rachetée à un médecin allemand blanc. Mais il explique que quand le switch s'est fait, parce qu'il était d'abord là-bas comme simple médecin, et quand le switch s'est fait, il dit qu'il a été victime d'un soupçon d'incompétence à cause de sa couleur de peau. C'est-à-dire que les gens estimaient que, ouais, mais c'est un noir, est-ce qu'il va bien travailler comme un blanc? Et il dit qu'au début, ça a été difficile parce que parfois même il faisait passer ses adjoints devant. Mais que comme toi, à force de travail,
Quand une personne lui a fait confiance, ça s'est bien passé. Ça Une vient, deuxième yeah. a fait... Est-ce que toi, tu as eu ça aussi aux États-Unis? Non, c'est vrai que je vais reconnaître quand même qu'aux États-Unis, ce type de problème, j'ai pas beaucoup eu. Ok. Mais bon, j'ai eu, quand j'étais au Mississippi, il y avait des gens qui étaient racistes, qui avaient des problèmes pour que je les traite. Mais tu sais, quand quelqu'un est dans la douleur et dans le besoin, même un animal, hein, il va laisser l'animal l'aider, si l'animal peut l'aider. C'est ça. Je me rappelle exactement d'un monsieur qui il était venu, il avait une infection cérébrale, il ne voulait pas d'abord que je le soigne. Je lui ai dit que, écoutez, monsieur, je suis le seul ici à 2 h du matin. C'est très correct. Moi, je pars, je peux rentrer dormir. Mais sachez que vous signez ici, que vous ne voulez pas que je vous traite. Et si quelque chose arrive, il tourne en rond. Mais après, c'est les gens à côté qui lui disent que ce monsieur-là, c'est un de nos plus calés ici. Là. Et puis bon, je le traite. Et après, le truc, c'est que tu vois comment il se sent tellement mal à l'aise qu'il veut même changer. Oui. Et son fils qui avait les tattoos de swastika, il cache tout ça quand il vient. Il amène des petits trucs pour mon staff. Il voulait... Bon, je lui ai dit, c'est pas grave. Tu sais, c'est des gens des expériences différentes. Et enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le domaine de la médecine, en fait, dans le domaine de neurochirurgie, quand quelqu'un est dans le besoin, hein, il est dans le besoin, ouais. Peu importe le reste. Je viens de me rappeler d'un exemple qu'il donnait. Il disait, par exemple, quelqu'un qui a mal dans 3 dents, il va venir, il va lui dire, tu fais d'abord la première, la plus facile. Yeah. Fais d'abord ça, ouais. Et il va rentrer à la maison. Ouais. Mais quand il voit que c'est bien, il vient, il dit, OK, fais la deuxième. Non, c'est vrai. C'est vrai que oui. Non, aux États-Unis, en gros, il n'y a pas ça. En gros, pas trop. Et puis ça, c'est ce que j'ai aimé aussi aux États-Unis. C'est un des trucs qui m'a vraiment attiré aussi vers les États-Unis parce que mon expérience là-bas, c'est que si tu as un talent, si tu performes, ben, ça sera respecté. Ouais. They're going to give you the respect. Ouais. La couleur de peau passe au second plan. Ça se passe au second plan parce que, d'abord, si tu es compétent, tu es compétent. Et ils respectent ça. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs. Bon, dans plusieurs endroits, j'étais presque le seul noir. Dans la neurochirurgie, nous ne sommes pas beaucoup. Mais il faut reconnaître que quelque part, ça dépend aussi de comment tu laisses les choses t'affecter. Donc moi, c'est pas quand j'ai le peu de temps que j'ai passé en Afrique, au Cameroun, avant que je parte aux États-Unis, parce qu'il faut reconnaître, j'ai 51 ans, j'ai passé 30 ans de ma dernière vie aux États-Unis. Donc, s'il faut même faire les matchs, j'ai passé plus de temps là-bas qu'ici, en Afrique. Mais néanmoins, cette expérience de base-là, quand j'allais là-bas, j'avais pas de complexe, c'est-à-dire que je ne me gênais pas de ce que quelqu'un pouvait penser de moi. J'étais plus focalisé sur là où je devais aller et ce que je devais réaliser. Donc, c'est ça. Il y a un niveau de focus, un niveau de concentration qui demande, pour avoir ce genre de réussite, il faut parfois d'abord se concentrer sur soi-même et sur le résultat et avoir peu de regard sur le reste. Justement, qu'est-ce qui te pousse à entreprendre une carrière dans laquelle tu vas faire 16 ans d'études? Voilà. C'est énormissime. Oui. Alors, déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que, et je pense que c'est juste un concept dans la vie, c'est pas comme si tu vas d'abord à l'école, après tu vas vivre. You got to do all of it together. C'est-à-dire que pendant que tu engages ton processus de training, ben, sache que d'abord, pour moi, c'est un processus qui dure toute la vie. Même de nos jours, je m'assieds, il n'y a même pas longtemps, je prends des bouquins de neurochirurgie, je les relis, la science avance beaucoup dans la neurochirurgie. Oui, la science avance beaucoup, et c'est comme ça dans tout domaine. Donc, il faut déjà il faut reconnaître que, quel que soit le domaine, si tu veux devenir le meilleur ou bien tu veux exceller dans le domaine, ben, il faut savoir que tu dois avoir la philosophie de continuous medical education, c'est-à-dire que la continuité... L'amélioration continue. Voilà, l'amélioration continue. Ça, il faut déjà avoir ça. Et quelque part, je pense que j'ai eu une bonne influence de mon papa. J'ai observé beaucoup mon papa, bien que j'ai passé très peu de temps ici, en Afrique, et une bonne partie du temps, quand je faisais les études aux États-Unis, bon, lui était ici, là, mais il avait une discipline que j'observais, je me rappelle même quand on était tout petit, il avait écrit il y avait une petite plaque là qui était écrite « Travaille pour qu'un jour, quand tu seras vieux, ton labeur travaille pour toi ». Tout le matin, quand on se levait, je voyais ça. Et une fois, il nous avait dit « Toutes ces voitures, tous ces trucs que vous voyez ici, ça m'appartient, ça ne vous appartient pas. Donc, you gotta go find yours ». Donc, dès ce moment-là, je savais que c'est nécessaire, c'est important de
pousser les limites. Sinon. Et puis, c'est un domaine qui me fascinait. C'est un domaine qui vraiment a capturé mon attention. Et une partie, c'est parce que quand on regarde, par exemple, de nos organes, tu prends ton cœur, tu prends le cœur d'un autre animal, tu vois la fonctionnalité. Le cerveau reste quand même l'organe qui est particulier, qui est unique, qui fait de nous qui nous sommes. Et bon, sachant que j'ai toujours voulu être plus involve dans la chirurgie, utiliser mes mains, utiliser mes techniques. Très tôt, même dans le training de médecine, j'avais toujours un penchant pour la neuroanatomie. Et vraiment, ça a attiré mon attention. Et puis j'ai dit, bon voilà, je vais aller jusqu'au bout et pousser. Et dans le nombre d'années, je ne regarde même pas ça. Alors, juste pour que les gens comprennent un peu, comment tu définis, toi, simplement, la neurochirurgie? Quel est ton travail au quotidien? Parce que, et peut-être nous donner un ou deux cas qui ont été marquants dans ta carrière, des choses que tu as faites et dont tu peux te dire waouh. Yeah, wow, OK. Bon, la neurochirurgie, c'est la pratique de médecine ou de chirurgie qui permet de traiter les pathologies, les problèmes qui concernent le système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, la colonne vertébrale et les nerfs périphériques. Et ça reste quand même une spécialité médicale qui est assez difficile parce que le traitement chirurgical de certaines pathologies reste assez complexe et demande un certain niveau de qualité et ce n'est pas toujours facile de trouver plein de neurochirurgiens. Il y en a très peu. Donc, quotidiennement, j'évalue des patients qui ont des tumeurs cérébrales, des patients qui ont des saignements cérébraux, ou bien qui sont victimes de traumatismes crâniens ou même de la colonne vertébrale. C'est tout un spectre de pathologies. Quelqu'un vient avec des douleurs du dos, les douleurs des nerfs qui sont très, très courantes. Et ces douleurs-là peuvent être vraiment débilitantes et parfois ça mène à la paralysie, ça mène à des déficits neurologiques. Et je pense que c'est toujours quelque chose de particulier de pouvoir peut-être intervenir sur un patient qui est en train de perdre des fonctions et voir que ce patient regagne des fonctions. Parce que peut-être le patient a une compression médulaire due à une tumeur et voilà, tout d'un coup, maintenant, on arrive à enlever la tumeur et puis à donner à cette partie de sa moelle épinière l'occasion de fonctionner normalement. Et c'est ça qui me marque le plus. Sinon, les cas, il y en a eu tellement. Et je ne sais pas s'il y a un particulier, franchement, mais je veux dire, un qui me vient en tête là maintenant, c'est même au Mississippi, j'avais une jeune dame elle était enceinte, elle a eu une épidurale pour avoir son bébé, mais l'épidurale ne s'est pas bien passée parce qu'après, elle a eu un problème où elle a un saignement qui a comprimé sa colonne, sa moelle épinière et les nerfs. Et tout d'un coup, j'étais là, j'étais accessible pour l'aider à enlever cette compression et puis lui donner l'occasion de continuer, de vivre, puis de voir son bébé grandir. Et je me rappelle quand je suis allé à Dallas, c'était une des premières personnes qui m'a envoyé. Oui, elle est venue faire un follow-up et puis elle m'a envoyé une carte pour me montrer son bébé, comment son bébé grandissait. Mais juste pour dire que l'impact peut être peut aller très loin. Combien de temps durent à peu près tes opérations? Voilà, OK, ça dépend. Une opération peut durer 1 heure, 45 minutes ou 8 heures de temps. Ça dépend de ce dont Est-ce que tu es conscient à chaque fois que tu entres en salle d'opération que la vie de quelqu'un est entre tes mains et que la moindre erreur peut causer des problèmes? Oui, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que ça prend 7 ans pour être prêt à le faire. Et l'opération, c'est un peu pour moi comme... c'est comme une performance, c'est-à-dire que ça se prépare. Je dis toujours, tu dois appliquer la loi des 4 P, 4 Ps. Preparation prevents poor performance. Si tu ne te prépares pas, tu dois te préparer pour prévenir une mauvaise performance. C'est quoi se préparer quand on est neurochirurgien? Se préparer veut dire étudier le cas, parce que chaque cas peut être différent.
On voit les pathologies qui sont similaires, mais l'anatomie est différente. Parfois, tu ouvres certaines parties de la colonne et ça te donne l'impression que tu n'as jamais été là. La première des choses, c'est avoir le bon diagnostic, prendre le temps, parce que tu sais, si tu commences avec un mauvais diagnostic, tu peux établir un plan de traitement qui est inapproprié. Et prendre le temps d'écouter le patient, parce que une chose qu'on perd dans le training médical, c'est que avec l'avancée des tests diagnostiques, on passe un peu moins de temps à écouter, à laisser que le patient s'exprime, qu'il nous dise exactement ce qu'il y a. Parce que si on prend le temps de les écouter, on prend le temps d'évaluer correctement. Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, ça prend beaucoup de temps quand je vois un patient. Je peux passer 1 heure de temps avec le patient. Parce que c'est important pour moi d'abord d'établir le bon diagnostic, arriver au bon traitement et aussi d'éduquer ce patient. Parce que ce qu'on fait, c'est, OK, on trouve un problème, mais il y a tellement de solutions à ce problème qu'il faudrait pouvoir expliquer à ce patient les options qui sont là et vraiment laisser le patient décider. Parce que parfois, les interventions qu'on fait, par exemple, je peux prendre un exemple simple. 3 patients qui ont les mêmes problèmes de douleur au dos, par exemple, avec des sciatiques ou quoi que ce soit, et des images de leur colonne vertébrale qui montrent la même anomalie, la même pathologie, et je les soumets à la même intervention, mais j'ai 3 résultats différents. Parce que chaque pathologie affecte chaque patient différemment. Donc, ça va au-delà juste d'être il faut être un peu, j'appelle ça healer. Il faut avoir une vision même holistique. Voilà. Parce que chaque patient peut être affecté différemment. Donc, il faut prendre le temps de voir comment est-ce que la pathologie affecte ce patient et quel est le meilleur traitement. Parce que il peut avoir une option qui est peut-être plus favorable pour patient A contre patient B. Et c'est ce temps-là, et c'est ce mode d'investigation-là que je trouve qui est nécessaire. Et moi, c'est ce qui me plaît. Il faut prendre le temps. Et tu es neurochirurgien, oui. Forcément, les gens vont s'attendre à ce que tu leur donnes quand même un petit conseil. Toi, en tant que neurochirurgien qui vois des patients défiler depuis des années, quelles sont les principales erreurs que tu vois les gens faire et qui après dérivent vers la maladie? Oui, bon, ce qui est sûr, c'est que l'hygiène de vie va pour beaucoup. Hein. Et bon, dans ce qui concerne, par exemple, la colonne vertébrale, où on a beaucoup de gens qui se présentent avec les douleurs de dos, il faut déjà garder une certaine hygiène de vie quand on se rend compte que le rôle de la colonne vertébrale, c'est de supporter notre corps et puis de nous aider à se mobiliser. Il faut déjà garder une certaine forme physique, déjà, et puis aussi éviter des abus qui vont vous mettre dans des positions où vous pouvez endommager cette colonne ou bien ce système nerveux. Et très, très important, la douleur, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Dès qu'il y a une douleur, je pense le plus tôt on se fait évaluer, le mieux on a la chance de mettre la main sur le problème. Voilà, c'est ça. Tu penses qu'une bonne hygiène de vie règle beaucoup de choses déjà? Oui, ça règle beaucoup de choses. Et puis, il faut être attentif aux signes que le corps donne. Si ça fait mal, si on a une douleur quelque part. C'est vrai qu'on a tendance à supporter la douleur. Oui, oui. On vit avec jusqu'au jour où c'est trop tard. Voilà, non, c'est ça. Et puis, c'est ça le problème. Quand c'est trop tard, il s'avère que peut-être les fonctions neurologiques ont déjà été atteintes. Et dommage pour le patient, le système nerveux n'a pas de capacité de se régénérer assez facilement. Donc, s'il est endommagé, on peut même faire la chirurgie et intervenir. Mais si elle a été faite trop tard, il n'y a pas de grand bénéfice à ça. Donc, vraiment, je suis un de ceux qui pensent qu'il faut voir le spécialiste le plus tôt. Alors, dernière question de cette partie-là. Aujourd'hui, il y a tellement d'études qui sont faites sur le cerveau humain. On a tellement de documentaires qui nous expliquent que l'être humain utilise une très petite capacité de son cerveau. Je ne sais pas si tu confirmes ça. Mais comment toi, tu fais pour travailler avec notamment des choses comme l'intelligence artificielle, la robotique, des entreprises comme celle d'Elon Musk qui disent qu'ils vont greffer sur le cerveau humain un certain nombre d'éléments. Quel est ton avis de tout ça? Voilà. Alors, ce qui est vrai, il y a beaucoup de recherches qui se passent sur le cerveau. Et il faut reconnaître qu'il y a très peu de ces recherches qui sont pratiques dans le sens où, par exemple, on est à un niveau où on peut faire des greffes comme on en fait dans d'autres organes. On est loin d'être là.
Et la robotique, par exemple, dans le domaine de AI, Artificial Intelligence, ça, par contre, ça nous a donné aussi une bonne ouverture sur beaucoup de capacités. Moi, par exemple, dans certains cas où j'utilise un robot chirurgical, parfois, quand je fais certaines interventions de la colonne, et je peux te dire que bien que je l'utilise, il y a toujours ce côté de moi qui veut double-check ce que le robot fait. Parce que, quel qu'il en soit, pour moi, ça reste une machine et la décision reste humaine. Tu vois? Donc, mais la réalité, c'est que la technologie nous permet de faire beaucoup de choses en ce moment et je reste ouvert à l'application de cette technologie-là. Mais il faut reconnaître que dans le domaine de neurosciences, nous restons encore assez limités. Surtout dans le domaine des KFD, il y a encore des gens qui ont comment ça se dit, enfin, des spinal cord injury, des dommages de la moelle épinière, par exemple, ils sont paralysés après un trauma et la moelle épinière a été endommagée. Mais on a encore des difficultés à fixer ça. Donc, les recherches avancent, mais les résultats ne sont pas aussi promettants qu'on pense. Donc, c'est ça. On a encore assez de temps, mais on reste tous ouverts et on les applique jusqu'où on peut. Hein. Du coup, parlons à présent de l'autre chose qui te passionne. Oui. Alors, donc, j'ai une fondation qu'on appelle Brain Project Africa Foundation. Alors, Brain, le nom de la fondation Brain Project, Brain, B-R-A-I-N, en fait, c'est un acronyme pour Bringing Resources and Infrastructure. C'est une fondation que j'ai fondée avec des amis en 2016 à Dallas et qui a pour but d'améliorer les conditions de santé dans des zones subsahariennes. Et ce qu'on fait, c'est qu'à travers des missions médicales, on vient avec divers spécialistes. Et ce n'est pas seulement des médecins, parce que, tiens-toi tranquille, Philippe, pour créer, pour avoir un résultat positif, ce n'est pas juste la chirurgie que je fais, mais c'est aussi l'évaluation préopératoire et post-opératoire, la réhabilitation. Donc, quand je viens, j'essaye de transposer le système que j'ai là-bas, ici, là. Et je viens avec des assistants qui m'assistent là-bas aux États-Unis. Et je viens aussi avec du matériel parce qu'on essaie de donner une expérience aux patients locaux ici de comment est-ce que ça devrait être et comment est-ce que nous, on le fait. Et pendant qu'on le fait, on travaille étroitement avec les médecins locaux. On a été au Ghana, on a été au Cameroun. Je me rappelle, la toute première mission était au Cameroun. Bon, étant du Cameroun, quelque part, je privilégie un peu, c'est un peu plus facile pour moi d'amener une mission là-bas. Mais pendant ces missions, on a l'occasion de venir avec un matériel important, matériel médical important, 2 à 3 conteneurs de 40 pieds pleins du matériel, des consumables de chirurgie, pour que ces patients qui viennent et qui en bénéficient, ce soit vraiment gratuit pour eux. Mais bon, et pendant cette période, tout ce qui reste là, bon, ça reste pour les structures locales. Et le plus important, c'est le pont d'échange intellectuel qui est, parce que parfois, j'essaie de ramener des médecins qui sont assez top, qui sont assez avancés. Une fois même, je suis venu ici au Cameroun avec un des médecins qui écrit plein de livres qu'on utilise, que moi-même j'ai utilisé pour passer les examens de board. Et c'était vraiment intéressant de voir que les jeunes confrères au Cameroun avaient l'occasion de côtoyer ces gens, de discuter avec eux, garder un lien. Jusqu'à présent, ils gardent le lien parce que moi, c'est ce que j'essaie d'établir, qui est ce lien permanent pour que les gens causent. Et ça nous donne vraiment l'occasion de changer à un petit niveau. Je pense qu'il y a encore, on peut le rendre plus grand, mais au moins au niveau de neurochirurgie et les quelques autres spécialités qu'on inclut pendant ces missions, on arrive vraiment à faire quelque chose de particulier. Est-ce que tu te considères comme riche, Jean-Louis? Ouais, tu sais, riche, je pense que ça dépend de la définition. Bon, je peux dire que... Ça, c'est quoi ta définition alors? Ouais, ma définition, c'est que bon, tu es capable de te fournir ce que tu veux, tu es capable de réaliser ce que tu as envie de réaliser, du moins avoir un certain niveau d'aisance financière. Je pense que... il y a toujours une... je peux le faire, j'arrive à faire ce que je veux, j'ai l'occasion de donner à ma famille une opportunité de
d'avoir cette aisance-là. Mais je pense qu'il y a toujours, comment dirais-je, une possibilité pour être même encore plus riche. Il y a toujours une limite. Donc je dirais que, oui, bon, je vis dans une forme d'aisance, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Parce que, ton cabinet aujourd'hui, votre chiffre d'affaires à peu près, c'est combien? Oui, ouais, ça dépend. Bon, depuis Covid, ça a diminué, hein, mais facilement, ça allait à 5 à 6 millions. Par an. Ouais. Et puis, mais bon, avec Covid, ça a diminué, mais les choses commencent à reprendre. Parce que, bon, tiens-toi tranquille, je suis le seul dans le cabinet, le seul médecin. Mais là, on est en train de recruter d'autres. Ça fait que ça augmenter me la aussi, capacité aussi. Voilà, la production va augmenter, mais aussi ça va me donner l'opportunité de pouvoir avoir encore un peu plus de temps pour moi. Oui, pour faire davantage de projets qui t'intéressent. Oui. Et puis, au-delà même du côté humanitaire, pour le travail que je fais ici, là, je pense que pour peut-être des médecins qui sont intéressés. Il y a définitivement un côté, comment dirais-je, business qui peut être très, très intéressant dans le domaine de la santé privée ici, là. C'est-à-dire que j'ai des patients qui viennent d'ici, qui viennent du reste du monde, qui payent des sommes énormes aux États-Unis. Mais quand ils payent ces sommes énormes-là, toutes ces sommes-là ne me reviennent pas parce que l'hôpital ne m'appartient pas. Je suis juste un chirurgien. Quand tu fais une chirurgie aux États-Unis, il y a une somme qui va à l'hôpital, une somme qui va au chirurgien et une somme qui va à l'anesthésiste. Alors, donc, celui qui a une position de faire le plus, c'est celui qui a le facility, qui est à l'hôpital. Et bon, là-bas, j'essaie de faire juste que mes patients soient opérés dans les hôpitaux où j'ai des actions. C'est normal, ça facilite. Mais ici, là, je pense que certains de ces patients qui voyagent là, si on a l'occasion de créer une structure qui est correcte et valide, ça peut couper le flux des patients qui voyagent pour aller à l'extérieur. Oui, parce que c'est ce que je voulais te dire. Bon, on n'a pas le temps d'aborder tellement de sujets parce que tu cours à l'aéroport. Yeah. Mais la neurochirurgie, tu le dis toi-même aux États-Unis, il n'y en a déjà pas beaucoup. Mm-hmm. En Afrique, quel est ton constat? Oui, non, la réalité, c'est qu'à travers les missions que j'ai faites, il y a besoin de travail, il y a besoin de travail fondamental, mais plus même dans le training. Parce que, bon, il y a des neurochirurgiens, il y en a qui ont eu le training à l'extérieur, mais je pense qu'ils sont très, très peu. Il y a une très forte population. Les statistiques remontaient il n'y a pas très, très longtemps en Afrique subsaharienne à un neurochirurgien pour presque 5 à 6 millions de personnes par population. Ouh. Quand ces mêmes statistiques montraient qu'en Afrique du Nord, c'était un pour environ 600 000 et en Afrique du Sud, un pour environ 300 000. 10 fois, ouais. Et à cette même période, là, aux États-Unis, c'était un pour une population de peut-être 50 000. Alors, tu vois qu'il y a, la disparité est très forte. Et pour pallier à ça, il faut un training, il faut un training correct. Parce que pour faire un training, il faut bien qu'il y ait des médecins qui ont cette expérience et il faut reconnaître, il faut des institutions qui régularisent ce type de training. Parce que moi, par exemple, quand j'ai fait mon training de neurochirurgie, j'avais 20 neurochirurgiens avec lesquels je travaillais, différents, dont au fil des ans, je prends des techniques de plusieurs. Mais si tu as un jeune ici là, qui est entraîné par 2 ou 3, c'est impossible. He's got nothing. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Et puis, il faudrait que les frères locaux restent ouverts à nous. Ils restent ouverts à ce qu'on apporte. Et ça, c'est ce que je ressens parfois quand je viens ici là. Il y a certains collègues locaux qui ont encore des difficultés à comprendre qu'on va au-delà de... C'est pas une histoire de vouloir soulever certaines limites, mais c'est une histoire d'être ouvert, à travailler ensemble, et puis on monte tous. Oui, non, moi je connais des médecins qui officient au Cameroun, qui disent qu'ils sont meilleurs que des médecins en Suisse. Yeah. Je ne sais pas si c'est de l'arrogance ou c'est quoi, mais oui. Il y en a qui sont pas du tout ouverts à... Oui, et puis c'est ça. Il y en a plein que je connais qui ont un training qui est questionnable. Mais le truc, c'est que dans ce domaine-là, il faut d'abord avoir l'humilité de reconnaître ses limites. C'est très important. Quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, qui est neurochirurgien, c'est c'est mauvais, c'est très dangereux. Ouais. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on cultive quand on te traîne. Et c'est ce que je vois ici, là. Tout est hermétique, tout est mystique, tout est couvert. Et je ne sais pas si c'est parce que derrière se cachent certaines incompétences, mais
c'est pas facile d'entretenir avec certains. Yeah. Mais je vais dire quand même qu'il y a une vague de jeunes là qui sont assez ouverts, avec lesquels je communique beaucoup et je vois qui ont vraiment la mentalité de vouloir améliorer les choses et c'est à ça que je m'accroche. On aura l'occasion de faire une deuxième partie si tu veux bien. Je ne sais pas où on va la faire. Abidjan, Douala. Oui. Parce que j'arrive aux États-Unis normalement, je crois que c'est en avril pour Back to Africa. On fait une formation Back to Africa pour expliquer à la diaspora comment elle peut rentrer investir en Afrique. Bien sûr. Super. C'est dans quelle ville? Ce sera au Maryland. Maryland. OK, oui, non, mais tiens-moi informé. Si tu es informé avant, tu viendras. Je viendrai automatiquement. On va faire la deuxième partie parce qu'il faut que tu nous expliques le lifestyle d'un millionnaire africain aux États-Unis, mais surtout les conseils avec l'argent, parce que l'argent, ça vient, ça part. Comment on le gère, du moins comment toi tu le gères, comment tu te sécurises, comment tu sécurises ta famille. Tout ça, on en parlera dans... Non, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'être venu nous voir. Merci, Philippe. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce podcast un peu court. Jean-Louis court à l'aéroport. Mais c'était important pour moi de l'avoir pour au moins une première partie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des personnes aussi compétentes qui acceptent de venir parler de leur spécialité, de leur travail. Le but pour moi, c'est que les uns et les autres se rendent compte que c'est possible, en réalité, même pour des Africains, d'aller, d'exceller, de performer à des niveaux très élevés quand on s'en donne les moyens simplement. J'espère que vous avez, tout comme moi, apprécié cette première partie. Dans la deuxième partie, il va nous parler un peu plus de sa vie, de ce que l'argent a changé dans sa vie, ou du moins comment il le gère. Parce que c'est aussi important de savoir que l'argent, c'est un outil. Et comment on l'utilise pour en gagner plus, pour pérenniser et laisser un héritage. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, avec un autre invité pour une autre émission de C'est juste une question de temps, le podcast qui parle d'argent avec les personnes qui en font. Peace.